Bien, bonjour à toutes et à tous. Eh bien, je crois que on va commencer d'abord tout simplement chacun par se présenter. Et on va commencer donc par Claire, dont vous venez de voir le film qu'elle a réalisé. Bonjour, donc je dois me présenter. Eh bien, je suis une artiste qui fait des films, comme vous venez de voir. Et j'accompagne depuis quelques années déjà, c'est-à-dire 2015, je crois, les cahiers d'histoire. Et au fond, je me suis dit, en tant qu'artiste, qu'est-ce que je pouvais apporter aux cahiers d'histoire et à mes amis historiens, puisque je m'intéresse à l'histoire. Eh bien, c'était peut-être ce que je savais faire. Et ce que je sais faire, ce sont des films. Et donc, depuis 2015, l'idée, c'est à chaque rencontre des cahiers d'histoire de reprendre à mon compte le sujet du moment et de faire un petit film. Donc, ceux qui suivent régulièrement les cahiers d'histoire ont déjà vu deux autres de mes films donc présentés dans ce contexte-là. Voilà. Bonjour, donc moi je suis Lucille Grèce, professeure d'EPS dans l'Académie de Limoges, en collège. Et je suis ici puisque je suis membre du bureau national du SNEP-FSU, qui est le syndicat national des professeurs d'EPS et professeurs de sport de la FSU. Et je m'occupe particulièrement des questions de genre et d'égalité dans le domaine de l'éducation et du sport au sein du SNEP. Bonjour à toutes et à tous. D'abord, un grand remerciement aux organisateurs et organisatrices de cette invitation. Donc, je suis Sylvie Cromer, je suis sociologue et donc ancienne enseignante-chercheuse à l'Université de Lille, travaillant à la fois sur la question de la socialisation différentielle entre les filles et les garçons et la violence de genre. Et j'y tiens beaucoup, je suis militante féministe. Je suis Paul Devin, je suis le président de l'Institut de recherche de la FSU et je n'aurai pas d'autre rôle dans cette table ronde que d'accueillir vos questions et de donner la parole aux camarades qui sont à la tribune. Et donc on va commencer avec Claire Angelini. Juste une phrase dans ce que disait tout à l'heure Isabelle Joschk. Pendant longtemps, j'ai pensé devoir faire cette activité sportive comme un garçon, au risque d'y perdre mes vraies potentialités. Oui, alors là, vous brodez à partir de ce que Isabelle a dit, effectivement. Disons que peut-être pour vous donner le contexte, c'est que Isabelle Joschke, que je connaissais par ailleurs, et peut-être vous la connaissez parce qu'il y a eu en 2020 une série de l'Humanité sur le Vendée Globe et qu'elle avait été choisie, donc elle tenait son journal. Donc ceux qui lisent régulièrement l'Humanité ont pu suivre Isabelle Joschke, et moi aussi, donc je la connaissais comme ça de loin, et j'étais par ailleurs amie de Christian Joschke, mais je n'avais absolument pas fait le lien avec les deux, puisque finalement on n'a jamais parlé de nos familles, de nos frères, de nos sœurs, etc. Puis un jour, au moment d'un dîner, on parle navigation, je ne sais pas comment c'est arrivé, et Christian me dit « mais Isabelle, c'est ma sœur !» Et je dis, ah bon, extraordinaire. Et c'était aussi le moment où eh bien, je savais que les cahiers d'histoire s'intéressaient à faire ce colloque autour du sport. Et je me suis dit, pourquoi ne pas aller rencontrer Isabelle, dont je savais par ailleurs l'engagement féministe, parce qu'elle a une vraie réflexion sur ce que c'est qu'être une sportive femme, d'aller la voir et de tenter ce portrait en mer. Et bien évidemment, ma rencontre avec elle est colorée par le fait que je suis une amie très proche de son frère, que je ne venais pas comme journaliste. Et donc, elle m'a parlé vraiment comme, oui, à une personne qu'elle accueillait dans son intimité même, puisqu'elle m'a accueillie chez elle, j'ai vécu et dormi chez elle, enfin... Et je crois que son dialogue avec moi porte la marque de ça. Et de fait, je lui ai demandé ce que c'est qu'être une navigatrice, puisque je sais que ça lui importe beaucoup. Et elle a commencé à développer sur ce que vous avez entendu dans le film, c'est-à-dire avoir commencé à être coachée comme un garçon et puis découvrir petit à petit ses potentialités. Mais ce que j'ai trouvé intéressant, au-delà de ce qu'elle dit plus spécifiquement sur le genre, c'est qu'il me semble,
alors peut-être certains me contrediront, mais du peu que j'entends sur les sportifs, il me semble bien que c'est aussi une parole de femme sur le sport. C'est-à-dire qu'elle n'a pas hésité tout de suite à me parler de sa peur, à me parler des problèmes liés au bateau. Vous entendez comme c'est difficile. En fait, c'est une confrontation extrêmement pénible à cet engin qui est de plus en plus technologique, et que ces navigateurs de très haut niveau sont comme des jockeys dans une course de chevaux. C'est-à-dire qu'ils payent vraiment de leur personne, et ça devient même, disons, ça pourrait devenir un vrai problème de santé. Mais de tout ça, elle a parlé à cœur ouvert, pas seulement parce que je suis une amie de son frère, mais aussi parce que c'est une femme et que je pense que les femmes, alors peut-être que Sylvie Cromer pourra vous en parler mieux que moi, mais il me semble que les femmes peuvent plus facilement laisser de côté cette parole très compétitive ou très compétitrice et parler d'autre chose. Voilà, et je lui en sais très gré d'avoir parlé si librement de son sport. Eh bien déjà, si vous souhaitez qu'on commence à débattre autour donc de ce film, est-ce que vous souhaitez poser des questions à Claire ou faire des remarques? Anne. Oui. Merci beaucoup. J'ai eu la chance donc de voir le film hier soir au cinéma Jean Vigo, et du coup ça m'a permis d'y penser hier soir, cette nuit, et j'ai beaucoup apprécié que l'on parle somme toute de quelque chose qui est à la limite de la souffrance, ou qui est de la souffrance dans le sport. Et je ne suis pas sûre que ce soit quelque chose de particulièrement féminin d'accepter de parler de la souffrance, mais en tout cas, c'est une dimension du sport à laquelle je n'avais pas forcément pensé, et qui est quand même assez peu mise en avant, notamment dans le sport-spectacle auquel on est beaucoup confronté. On voit bien qu'ils ont mal, on voit bien que c'est très embêtant, parce que je pense aux footballeurs, ils ne vont pas pouvoir rejouer pendant tant de temps, etc. C'est très gênant pour leur équipe. Mais en même temps, ce que la personne éprouve, et le fait qu'il y ait cette question dans le fond, de la longévité, alors qui se pose peut-être pas de la même façon dans tous les sports, puisqu'elle a quand même un certain âge, et on voit bien qu'elle est très puissante encore dans son sport. Mais j'ai trouvé que c'était quelque chose de très important, enfin, qui fait partie peut-être de non-dit, effectivement, largement, quand on parle du sport. Alors, c'est pas vraiment une question. Ce sur quoi je voulais t'interroger, c'est ce dont elle parle aussi, mais finalement, peut-être comme quelque chose de positif, qui est la question de la solitude. Et je me demandais si, dans tout sport, il n'y a pas quelque chose, parce qu'on parle beaucoup des collectifs, etc., qui renvoie justement à une forme quand même d'engagement de son corps, très personnel, et de solitude. Donc je voulais te demander si vous aviez discuté de ça, et plus longuement. Merci. Oui, tes remarques sont très intéressantes, et ta question aussi. D'abord, concernant une de tes remarques sur la longévité, je crois que c'est très spécifique à la navigation telle qu'elle la pratique, parce que justement, il y a une actualité autour de la route du Rhum, et que les marins interrogés disaient que en fait, c'est l'expérience qui compte dans le rapport à l'eau, le rapport à l'océan. Et donc, je pense que, bien évidemment, il y a la question de la force, mais il y a aussi la longue expérience de l'élément marin et l'accumulation de difficultés qui fait qu'on réagit avec cette expérience-là. Pour évoquer le collectif, alors c'est très intéressant, parce que quand je suis arrivée là-bas, eh bien, Isabelle Yoshke, c'est une navigatrice en solitaire, mais c'est toute une équipe. C'est toute une équipe tout au long de l'année qui l'entraîne. C'est-à-dire que quand on est allé sur son bateau, il y avait 4 personnes. Et il y avait autant de personnes à terre qui étaient reliées les uns aux autres. Et que c'est donc à l'intérieur de ce collectif qu'elles s'entraînent, parce que,
D'abord, elle est aidée dans ses manœuvres, mais il y a une réflexion collective sur le bateau, sur comment il évolue, qu'est-ce qu'on peut améliorer, puisque évidemment c'est un bateau très technologique. Et ce collectif-là la porte aussi moralement. C'est évidemment pas seulement le sponsor, mais il y a celui qui d'ailleurs a été un marin, dont j'oublie le nom à l'instant, mais qui a lui-même gagné le Vendée Globe, qui l'entraîne, en fait, comme un entraîneur de football entraîne ses joueurs. Et c'est également très important parce que c'est toute une équipe qui croit en elle. Enfin, c'est comme une famille, on pourrait dire. Après, il est vrai qu'elle a cette confrontation à ses 80 jours en mer où elle est toute seule. Mais enfin, comme elle dit, c'est pas la solitude qui est la pire, c'est les difficultés multiples qui peuvent se produire. Au contraire, alors... Elle m'évoquait en off, c'est la rencontre avec la nature, par contre. C'est-à-dire qu'il y a une solitude, mais au fond, il y a une rencontre avec tous les éléments, qui peuvent être les oiseaux, qui peuvent être les baleines, les dauphins, enfin tout ce que vous voulez, surtout dans les mers du Sud, évidemment, mais qui fait que le sentiment de solitude, certes, existe puisque les humains manquent, mais enfin, c'est peuplé quand même du vivant, on pourrait dire. Voilà. D'autres remarques, d'autres questions? D'avoir croisé un portrait, une histoire intime comme ça, avec effectivement l'histoire sur le long terme, puisque là tu abordes effectivement le début de l'histoire maritime sur la longue durée, et puis après la mondialisation aussi, donc d'avoir croisé ça, et je trouve que ça s'interpénètre très bien, parce qu'il y a en plus de magnifiques plans fixes là sur effectivement la faune, là, tout ça, c'est magnifique. Enfin, le rouge, le bleu, enfin, je trouve que c'est très beau visuellement. Et puis, du coup, effectivement, il y a cette articulation qui se fait bien, mais c'est très fluide. Enfin, je veux dire, ça aurait pu être un simple portrait d'une navigatrice, alors que là, en fait, du coup, ça porte tous les enjeux de l'histoire maritime à travers une personne, mais aussi effectivement tous les flux qui peuvent exister, toute cette circulation. Et on voit dans ton film cette circulation qui se fait entre effectivement cette navigatrice qui a un parcours tout à fait intéressant, et puis les grands chocs effectivement qui sont les chocs historiques, géographiques, et puis aussi chocs visuels du coup. Enfin voilà, c'était tout, c'était juste une remarque. Voilà, merci beaucoup. Oui, merci. Et par rapport effectivement à cette remise en perspective historique, ce qui était aussi important pour moi, c'était d'évoquer par rapport à la question du genre ce personnage donc du XVIIIe siècle, qui est une femme qui a été redécouverte il y a quelque temps, enfin qui était connue dans sa région mais peu en France, Jeanne Barré, et qui de fait est une paysanne du XVIIIe, de la fin du XVIIIe, qui se trouve embarquée donc dans l'expédition Bougainville. Alors ça n'a rien à voir avec le sport, évidemment, on n'est pas du tout dans ce contexte-là, mais cependant dans un contexte maritime où, en tant que femme, elle n'a pas le droit d'aller sur un bateau, donc elle doit se déguiser en homme. Évidemment, on mesure tout le chemin parcouru jusqu'à aujourd'hui. Sur la question de la peur, est-ce qu'au-delà de ce qu'elle dit là dans le film, est-ce que tu as pu aborder avec elle des choses un peu plus loin? Alors, donc, avec cette idée que, en fait, il y a, alors ça rejoint ce que tu disais du croisement entre l'histoire des explorations maritimes et son histoire singulière, qui est que c'est bien parce qu'à un moment donné, on est capable de dépasser des peurs, qu'on peut aller plus loin, notamment plus loin dans le monde. Est-ce que elle t'a dit des choses dans lesquelles cette question de la peur, de la relation à la peur, dans ce qu'elle t'a dit, des choses qui prenaient une dimension particulière, justement, du fait que c'était une femme? Ça, je ne sais pas, mais je sais que je l'avais entendu parler parce que, bon, j'ai aussi, quand on fait un film, n'est-ce pas, on se documente, et donc je ne suis pas allée les mains vides la voir, et elle avait évoqué déjà cette question de la peur, je crois, dans un de ses podcasts. Et j'ai trouvé ça très intéressant, parce que justement, c'est une dimension, enfin, elle l'envisage d'une façon très politique. C'est-à-dire qu'elle en parle aussi dans le film. Au fond, nous vivons dans un régime de sécurité où la question de la peur est évidemment totalement instrumentalisée politiquement.
C'est-à-dire qu'on nous vend notre sécurité pour nous enlever notre liberté. Et elle se trouve à cet endroit, en tant que navigatrice confrontée à la peur physique, très intéressant parce qu'elle dit que dépasser sa peur, très concrètement, parce qu'elle doit affronter des tempêtes, parce qu'elle est menacée de tomber à l'eau et de se noyer à jamais, dépasser sa peur, c'est aussi reprendre sa liberté. Et nous avons à apprendre quelque chose de ce rapport physique à la peur pour aussi reprendre la main politiquement sur cette espèce d'étau dans lequel nous sommes pris. Et il faut faire très attention quant à notre liberté civile, il me semble, là, actuellement. Voilà. Donc j'ai trouvé aussi dans son rapport à la peur quelque chose de très intéressant. Mais rien, donc, dans les échanges avec elle qui le pose dans la singularité parce que d'être une femme, non. Tu parles dans le film de cette femme qui a embarqué avec Bougainville. Ça me faisait penser à... parce que ça, c'est quand même aussi, je crois, quelque chose... il y a une espèce de fantasme masculin autour de ça. Je pensais au Passager du vent de Bourgeon. Donc une bande dessinée qui raconte aussi l'histoire d'une femme qui s'embarque clandestinement. Et donc il y a quand même cette idée que d'un rapport à la peur qui doit dépasser la question du genre pour rendre possible la domination de cette peur. Et donc je me demandais, parce qu'on sent quelque chose de cet ordre-là dans ce qu'elle dit, je me demandais donc si elle avait pu évoquer des choses avec toi sur ce sujet. Bon, assurément, cette paysanne du XVIIIe siècle a dû dépasser sa peur, et dans des conditions évidemment qui sont celles de la navigation de l'époque, donc qui n'ont rien à voir avec aujourd'hui. Et ce qui ressort de son voyage, ou en tout cas ce qu'on peut imaginer, c'est qu'elle avait effectivement une trempe tout à fait... Enfin, elle était très très forte. Non, par rapport à la peur, le fait d'en avoir parlé de façon si libre, je pense que c'est ça qui m'a semblé le plus féminin dans son approche, à vrai dire. Oui, féministe, bon. Féministe, allez. Eh bien, je propose qu'on passe la parole à Sylvie Cromer. Merci. Merci à Claire pour ce vraiment très, très beau documentaire. Il y aurait beaucoup de choses à dire. Il y a déjà beaucoup de choses qui ont été dites. Alors, moi, je précise tout de suite une chose. Je ne suis pas sociologue du sport. Je ne suis pas du tout spécialiste en tant que sociologue du sport. Et je ne suis pas spécialiste non plus de la lecture des images. Mais donc, ce que je voulais dire en quelques mots, c'est que moi, ce qui m'a frappé, c'est qu'effectivement, c'est le portrait d'une navigatrice, mais pas simplement une histoire singulière, ça a été dit, et qui est faite vraiment, pour moi, dans une perspective de genre, que j'ai vraiment ressenti comme ça, avec un point de vue situé qui se dégage. Bon, c'est-à-dire que c'est, et tu l'as dit encore dans ses prises de position politiques, philosophiques aussi. Et ça se révèle à la fois dans la façon de filmer et dans le déroulement du documentaire. Il y aurait beaucoup de choses à dire. Et c'est pas simplement parce que tu es une femme et qu'il s'agit d'une femme. Alors j'ai au moins trouvé 4 éléments qui montrent cette perspective de genre. J'aurais pu en trouver plus, mais bon, disons 4. Premièrement, effectivement, une chose qui me semble très importante, c'est cette contextualisation que tu fais, contextualisation historique, politique, etc. Et c'est ce qui va vraiment permettre de révéler, de déconstruire et aussi, et par la suite, de reconstruire les mécanismes de la domination. Domination de genre, mais aussi domination politique. Et moi, je vois dans la construction, au départ, il y a ta voix off qui nous apporte beaucoup d'informations. Puis on a vu à la fin comment ça se terminait. On voit bien cet envol vers la liberté, hein, l'émancipation, etc. Et dans cette contextualisation, et c'est là qu'il y a une déconstruction du héros, de l'héroïsation de ces sportifs, c'est qu'elle s'inscrit dans une lignée. Hein. Et bon, tu cites ce personnage moi que je ne connaissais pas, hein,
de Jeanne Barré du milieu du XVIIIe siècle. Et bon, tu parlais du travestissement nécessaire. On voit que ça a été le cas dans plein d'autres domaines aussi. On pense à Isabelle Eberhard ou à plein d'autres que je ne connais pas. Et il ne faut pas oublier une chose, c'est que se travestir en homme, c'était un interdit très fort, justement, à cause des normes de genre où il fallait être femme et homme, où on n'avait pas le droit de se travestir. N'oublions pas que l'interdiction de porter des pantalons, ça a été levé il y a très peu de temps. Donc, on est bien dans, à la fois, on voit bien dans tout ce contexte de la navigation pour des raisons économiques notamment, et qui va conduire à de la domination. C'est là qu'aussi, derrière la question des rapports sociaux de sexe, c'est aussi tous les rapports sociaux de classe, nord-sud, etc., bon, qui sont en creux quand même, mais qu'on peut devenir. Et cette femme, elle n'est pas vue comme une héroïne seule, décontextualisée, mais c'est pas non plus une pionnière, etc., comme on a l'habitude de nous présenter. Voilà. Le deuxième point, c'est qu'on nous montre le travail concret qui se passe sur un bateau. Et c'est là que bon, mais tu filmes alors j'ai pas les mots techniques, mais on voit les cordes, les ailes, etc. Et moi j'aime beaucoup ces plans fixes parce que voilà, on n'est pas tout de suite porté par ce goût de l'aventure, mais on voit qu'au départ il y a tout ce travail très très concret, et je pense qu'il s'incarne bien dans ces plans fixes. Et comme ça a été dit aussi, on voit bien que c'est pas, et là ça déconstruit aussi la figure du héros solitaire, ça s'inscrit dans un cadre de collectif de travail. Alors, que tu montres peut-être pas, dont tu nous as parlé, mais qu'elle évoque. Et c'est aussi, c'est pour ça aussi que je trouve que c'est une posture féministe, parce que c'est pas moi-je, mais elle dit bien, moi, ma liberté, elle s'inscrit dans un cadre de contrainte. Dans un cadre de contrainte, j'ai un sponsor, j'ai une équipe, et elle dit le contexte ne me rend pas libre de faire tout ce que je veux. Et ça, je trouve que c'est important aussi, que c'est important politiquement, et que je trouve que c'est bien montré par ces plans fixes. La troisième chose, c'est qu'elle dit les difficultés. Et là, ça va en contradiction avec ce qu'exige son sponsor, puisque le sponsor, il exige qu'elle raconte une histoire, évidemment une histoire un peu mythique, et et là, c'est là qu'elle casse aussi les représentations. Elle dit les difficultés, d'où ton titre qui est intéressant, tenir, naviguer et tenir. Et elle dit les difficultés, la faiblesse, et on se dit... au départ, on se dit, mais c'est un enfer d'être sur un bateau comme ça. Effectivement, c'est l'enfer. Il y a du bruit. Alors, bon, moi, j'ai fait une fois une petite navigation comme ça. Alors, effectivement, mais c'est quand on navigue pas rapidement, on entend le bruit quelques bruits ou des mâts ou des voiles, etc. Mais c'est tout à fait... ça reste bucolique, si j'ose dire, tandis que là, c'est vraiment l'enfer, on dort mal, etc. Le bruit est infernal. Et puis, comme vous le disiez, tous les dangers, les dangers, les avaries. Et je trouve que c'est symptomatique que tout le monde ici, que toutes les personnes qui ont pris la parole, évoquent la question de la peur. Parce que ça, c'est la construction de la masculinité. Effectivement, être un homme, c'est dire même pas peur, même pas mal. Et là, elle dit j'ai peur, et je ne reviendrai pas par rapport à tout ce que tu as dit sur effectivement tout ce que ça résonne en nous sur la question de nos sociétés. Et parce qu'effectivement, bon, j'ai lu quelques articles de spécialistes, sociologues spécialistes du sport,
Mais notre collègue en dira plus. Les femmes ont pendant très longtemps, c'est ce qui est dit, n'ont pas eu accès aux bateaux qu'à titre vraiment très exceptionnel, y compris dans la marine marchande. Bon, récemment, j'ai fait une formation justement sur cette question des violences sexuelles dans une école de formation de marine marchande, etc., avec toutes les difficultés. Ou bien en dissimulant leur identité sexuée. Et si j'ai bien lu, si j'ai bien compris, la première femme à bord d'une course au large en solitaire, c'est en 1968. Bon, moi j'avais 12-13 ans à l'époque, c'est pas si loin que ça. Et avec les femmes qui accèdent, comme dans les autres domaines, il y a une sursélection sociale. C'est pas n'importe quelle femme. Soit on a un père, une mère qui est, enfin plutôt un père d'ailleurs, ça vaut mieux, etc. Et le tournant, on nous dit, c'est autour de Florence Artaud en 1990. Et ce que j'ai lu, c'est qu'actuellement encore, les femmes naviguent le plus souvent en solitaire, comme Isabelle, justement à cause des stéréotypes qui perdurent, parce qu'il y a le stéréotype que les femmes ont de moindres capacités physiques, et puis que ce qui est valorisé, c'est des hommes, la force physique, le goût du risque, toute cette masculinité hégémonique, pour parler comme la sociologue Connell. Et le quatrième point de cette perspective de genre très forte, c'est qu'effectivement, quand elle dit j'ai appris à naviguer comme une femme, j'ai appris à être une navigatrice. Alors là, ça va rejoindre ce que va nous dire notre collègue sur comment on est socialisé. Comment on est socialisé. Et là, moi, ça me renvoie aussi à d'autres domaines qui ont été interdits pendant longtemps aux hommes, que ce soit des postes de responsabilité, ces empêchements qui sont posés aux femmes au nom de la force, au nom notamment de la force physique. Et j'attire quand même une chose, j'attire votre attention sur une chose, c'est que quand elle dit naviguer comme une femme, c'est pas une essentialisation. C'est-à-dire que les femmes auraient d'autres compétences, etc. Mais c'est de se dire qu'effectivement, naviguer comme un homme, parce que c'est certaines compétences qu'on met de la masculinité hégémonique, c'est-à-dire d'une masculinité valorisée, et qui est un construit social, et qu'elle, petit à petit, elle prend la liberté justement mais elle le dit en plus très tranquillement, de transgresser ces normes pour... alors, elle doit quand même faire appel à la force physique, on le voit, mais on voit bien qu'il y a aussi toute la question de la stratégie et sans doute d'autres choses. Et ça pose toute la question que... comment les femmes peuvent accéder à des domaines qui leur sont interdits. Est-ce que ça veut dire que je dois me comporter comme un homme ? Et est-ce que ça veut dire que les femmes, y a quelque chose qui leur manque ? Et ça, c'est une question à la fois individuelle, mais effectivement politique, collective. Est-ce qu'on doit se transformer en homme pour accéder à l'égalité ? Et on se rend compte, et d'ailleurs il y a ce tournant à ce moment-là dans le film, que c'est à partir du moment où elle a pu être navigatrice, c'est-à-dire prendre en compte ses propres compétences. Et alors tu as dit une chose qui, elle le dit aussi, son expérience, c'est aussi son expérience qui lui apprend autre chose. C'est à partir de là qu'elle peut retrouver la liberté et, j'allais dire... jouir vraiment de l'océan, de l'eau, etc. Alors, je m'arrêterai là, mais vraiment pour dire que, une des lectures, mais il y a aussi beaucoup d'autres choses, c'est pour moi, la perspective genre, c'est parce que ce film et cette façon dont tu as conduit ces entretiens, qui ont vraiment permis... et puis tu nous as expliqué pourquoi, qui ont permis vraiment une attitude réflexive
de cette femme sur elle-même, sur son parcours, etc. C'est ça qui nous intéresse. Puis tu nous l'as dit, c'est vraiment aussi un travail de sociologue finalement. C'est pas un journaliste, une journaliste qui arrive et qui veut en 2 temps, 3 mouvements, etc. Mais ça lui permet d'avoir cette attitude réflexive et de nous montrer son attitude subversive. Donc moi, ce qui m'a vraiment intéressée, c'est puis bon, c'était le thème de la table ronde, c'est cette révélation des normes de genre qui continuent à fonctionner et aussi tout l'effort que doivent faire les femmes pour arriver à dépasser ces normes de genre et à les transgresser. Merci. Alors, je vais... Non, mais je viens. Oui, par rapport à ce que vous dites et votre perception du film et de la transgression du genre. Moi, j'ai beaucoup apprécié le film, justement, parce qu'il montre comment c'est une personne qui part de ses capacités, de sa taille, de sa force, et pas parce que seulement elle est une femme, mais avec la volonté qu'elle a d'utiliser son corps d'une façon différente. Et moi, je perçois, c'est pas une question uniquement de genre, c'est une question aussi d'âge, de taille. Il y a des hommes qui sont petits, il y a des hommes qui sont pas forts. Il y a des femmes, quand on vieillit, on a beaucoup plus de mal à faire certaines choses. Mais on a des techniques d'adaptation, on a des stratégies d'adaptation, et c'est plus complexe que la simple opposition homme-femme. D'autant plus que les navigateurs qu'on voit à la télé sont des hommes, ok, mais on n'entre pas, quand on les voit, dans tout le problème des gréements, de tout ce qu'il y a sur le bateau, du bruit. Personne n'en parle jamais. Donc ce sont simplement des héros qui sont des hommes, bien sûr, mais même la façon dont sont présentées ces courses, il me semble que ce n'est pas très intéressant non plus. C'est seulement l'exploit, ils ont traversé, ils ont fait entendre... Vous voyez ? Donc là, le film, il est intéressant pour cette façon de montrer vraiment ce que c'est qu'être sur ce genre de bateau complètement fou, et aussi comment une femme, à force de volonté, peut s'adapter. Mais cette leçon, c'est valable pour beaucoup de situations, même, je pense, pour des hommes qui sont petits, par exemple, et qui ne sont pas très forts. Vous voyez, voilà. Donc moi, je trouve que tout voir en ce moment sous l'angle homme-femme, parfois, ça me gêne un peu quand même. Voilà. C'est pas exactement... voir forcément sous l'angle homme-femme, c'est sous l'angle des rapports sociaux de domination, mais qui s'inscrivent aussi sous cet angle homme-femme. Parce que, comme je le disais, comme je le rappelais, un homme, effectivement, vous avez raison, qui serait petit, etc., il aurait peut-être les mêmes difficultés, mais il y en a d'autres qu'il n'aurait pas. C'est-à-dire qu'on ne mettrait pas forcément en cause le fait que, il manque de capacité, etc. Vous voyez ce que je veux dire ? Tandis que pour les femmes, d'après ce que j'ai lu et ce qui étudie, etc., c'est quand même étonnant qu'aujourd'hui, que la majorité des femmes, elles naviguent en solitaire et pas dans des équipages, parce que elles ont des difficultés à entrer dans des équipages et qu'on leur laisse la place, par exemple, de skipper. Donc ça, c'est vraiment... c'est pour ça qu'on ne peut pas nier non plus ce fait-là. Mais tu voulais peut-être réagir aussi. Oui, plusieurs choses à ce que vous avez dit l'une et l'autre. D'abord, oui, effectivement, c'est peut-être le rôle d'une artiste qui fait des films de façon différente, de montrer et de parler de questions, par exemple le sport, de façon différente, justement. Et c'est toute la différence avec la télévision, c'est sûr. Alors, une petite remarque par rapport à ce que vous dites de la taille, c'est que le bateau est à chaque fois à la taille du navigateur ou de la navigatrice. C'est-à-dire qu'elle, le bateau, évidemment, je me cognais sans arrêt, et elle m'a dit oui, mais c'est normal puisque ce bateau a été construit autour de moi.
Et d'ailleurs, pareil pour chacun des navigateurs qui étaient aussi dans la course. Bon, elle dit quand même qu'on lui a appris à ne se fonder que sur la force. C'est ça surtout. C'est-à-dire que, bien évidemment, des hommes à la fois petits et faibles, entre guillemets, enfin je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais enfin qui n'auraient pas une force physique, devraient eux aussi, tout autant qu'une femme, développer des stratégies pour y remédier. Mais ce n'est pas le premier mouvement de celui qui coach. Le premier mouvement, c'est « vas-y, tu es là, il faut être fort, etc. Il faut s'entraîner. » Et qu'elle parle quand même de cette déconstruction qu'évoquait Sylvie. Alors, par rapport aux courses en solitaire, il y a aussi un élément qui n'est pas dit dans le film, parce que, bon, d'abord, c'était un court-métrage, mais aussi c'était un autre questionnement. Le fait qu'il ne soit pas en équipe, c'est qu'il y a de gros problèmes de harcèlement dans les courses. Et il y a vraiment Enfin, quand je suis arrivée, ils étaient en train d'en discuter, et il y a vraiment des gros scandales qui n'arrivent pas à éclater, mais des vrais problèmes. Voilà. Donc c'est aussi cette dimension-là qui fait peut-être que les femmes partent en solitaire. Oui. Merci beaucoup. Moi, j'ai trouvé cette phrase magnifique. J'ai appris à naviguer comme une femme. C'est donc qu'on peut naviguer comme une femme, on peut naviguer comme un homme. Donc, et je m'interroge et je questionne ceci. Vous avez dit, je suis une femme, donc c'est comme si quelque chose leur manque en tant que femme. Pourquoi ne pas dire manque ou bien en plus? Et est-ce que c'est en termes justement de comparaison qu'il faut parler la position d'un homme et d'une femme, que ce soit dans le sport ou dans la société en général? Moi, je mettrais plus sur le compte d'égalité des salaires que de plus ou moins. Parce que est-ce qu'il manque, quand on dit ça, moi ça me choque, est-ce qu'il manque quelque chose à une femme? C'est pas ma position, hein. C'est ce qu'elle dit. Enfin, c'est ce qu'elle dit. Oui, c'est ce que nous fait penser la société. Je ne sais pas, je me pose la question si les jeunes, la nouvelle génération, pensent en ces termes-là. J'espère que non. Oui, il faut pas. Je pense qu'il n'y a pas de hiérarchie entre les sexes, n'est-ce pas? On est différents, il faut accepter. Et ce que je trouve qu'il y a énormément d'évolution dans le sport pour les femmes, ayant participé à l'agenda sport et paix, et en ayant mis justement la bonne évolution en exergue, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont négatives dans le sport, la marchandisation, la mondialisation, le harcèlement, etc. Mais il y a une évolution formidable. Il y a effectivement beaucoup de femmes qui se sont mises, pas transformées, qui sont déguisées en hommes, notamment une cycliste italienne, pour participer au Tour du Giro, par exemple, parce qu'on n'avait pas le droit de faire du rugby, on n'avait pas le droit de faire du vélo, etc. Mais il y a beaucoup une bonne évolution. Donc, mettre l'accent sur... J'ai adoré votre phrase, on nous vend notre sécurité contre notre liberté. C'est juste, mais je crois que c'est pour les deux genres, malheureusement. Ça va peut-être faire la transition avec n'est-ce pas? Oui, mais juste enfin, une réponse un peu partielle sur l'idée que les choses iraient mieux, que ce soit dans la société ou dans le sport. On a un récent rapport du Haut Conseil à l'égalité sur le sexisme en France qui montre que non seulement le sexisme ne recule pas, mais que ces manifestations les plus violentes s'aggravent. Donc on a l'impression qu'avec tous les mouvements de libération de la parole tels que MeToo et toute la couverture médiatique qui peut être faite, les choses vont mieux. Or, beaucoup d'éléments montrent que... et notamment ce rapport, que le sexisme ne progresse pas, et pas non plus chez les jeunes générations. C'est ce que dit le rapport. Merci pour le documentaire. C'est vrai que ça recoupe beaucoup de choses qui se posent dans le milieu du sport quand on est une femme, de haut niveau, mais pas seulement, aussi le sport à tous les étages, y compris l'éducation physique à l'école. Et toutes ces questions de quelles compétences travailler plus particulièrement chez les élèves quand on est prof de PS, est-ce qu'il faut présenter des activités comme étant
dans lesquelles la force serait un prérequis pour y arriver. C'est des questions qui nous traversent forcément. Et puis, quand on essaie de travailler à l'égalité, on essaye de les dépasser. Mais il y a un tel bagage culturel au niveau du sport que c'est compliqué, puisqu'on sait que le sport, vous l'avez dit, est un grand bastion sexiste. Pour rappel, sur les dates, vous parliez du vélo, de la voile. Donc le premier 800 mètres féminin aux Jeux Olympiques a eu lieu en 1928. Ça a donné lieu à des arrivées de course où des femmes ont fait des malaises, etc., comme chez les hommes. Mais comme cette image des femmes n'était pas acceptée ni acceptable par la société, le 800 mètres a été interdit. Et il a fallu attendre 1960 pour que ce soit remis aux Jeux Olympiques. Et je passe sur des activités plus récentes, telles que le saut à ski, qui a été intégré en 2011, donc on parle d'hier, puisque c'était une activité considérée comme étant trop dangereuse pour les femmes. C'est vrai que pour les hommes, elle ne l'est pas. Voilà, donc il y a tous ces stéréotypes bien ancrés demeurent et c'est compliqué de les dépasser. Donc tout ça percute l'école, évidemment, l'enseignement de l'éducation physique, mais aussi l'UNSS, le sport scolaire. Et donc, on va un peu se décaler sur le champ de l'éducation, mais c'est tout à fait en rapport avec ce qu'on a vu. D'abord, je voulais commencer par un détour historique où, si l'égalité paraît aujourd'hui monnaie courante à l'école, en fait, il faut revenir en 1975 et la loi Haby pour que, avec la mise en place du collège unique, la mixité soit acquise dans tous les établissements scolaires. Et à cette époque-là, la mixité était confondue avec l'égalité, c'est-à-dire que les représentations de l'époque disaient que si on mettait les filles et les garçons ensemble à l'école, eh bien, on allait atteindre l'égalité. Ce qui, bien sûr, n'est pas le cas. Nicole Mosconi, un peu plus tard, en 89, a bien montré que la mixité ne suffisait pas à garantir l'égalité et que l'école envoyait ce qu'on appelle un curriculum caché, c'est-à-dire que bien que dans les discours on puisse vouloir l'égalité, on envoie plein de codes qui montrent le contraire. Donc je prends l'exemple de l'éducation physique, quand on... et de l'UNSS en particulier, j'en ai parlé tout à l'heure. Encore aujourd'hui, les crosses, le cross-country, donc les courses UNSS, les filles ont systématiquement à âge équivalent des distances plus petites. Ça ne s'explique en rien d'un point de vue physiologique ni du développement, c'est acquis communément. Et donc on en est encore à penser que les filles, du coup, l'institution scolaire dit aux filles indirectement qu'elles ne sont pas capables de courir aussi longtemps et aussi bien que les garçons. C'est ce qu'on appelle le curriculum caché, puisque de manière très correcte politiquement, on dit que l'égalité est importante, mais on envoie des signaux contraires régulièrement. La première fois qu'il y a eu un texte sur l'égalité qui stipulait vraiment l'égalité filles-garçons comme objectif à l'école, c'était la loi d'orientation de Jospin en 89. Et puis après, on a eu toute une batterie de textes dans les années 2000, avec des conventions interministérielles pour l'égalité entre les filles et les garçons, entre les femmes et les hommes, mais qui, on peut dire, sont restés surtout à l'état de texte. En 2013, on a eu une loi de refondation de l'école, sous Hollande, qui se voulait volontariste, mais qui a subi des mouvements contraires, notamment avec la suppression de l'ABCD de l'égalité en réaction au mouvement ultra-réactionnaire de ceux qui étaient contre le mariage pour tous, etc. Donc, on avait des textes volontaristes d'une part, mais ils ont facilement cédé à la pression de mouvements réactionnaires d'autre part. Donc tout ça pour dire qu'on n'a pas une définition très claire de l'égalité à l'école. Et quand on étudie les textes et les pratiques aujourd'hui, on se rend compte qu'en fait, on ne parle pas d'égalité réelle, ni d'égalité sans condition. C'est une formule qui est empruntée à Réjeanne Sénac, qui est une politologue qui travaille sur cette question, mais qu'on est plutôt sur une égalité des chances, voire une équité. C'est-à-dire qu'on veut donner des chances identiques à des individus qui sont inégaux, sans se soucier de leur statut social inégal, ni de leur positionnement différencié dans l'ordre du genre. Donc ça donne lieu à des distinctions compensatrices, avec les internats d'excellence, par exemple, la valorisation des femmes dans le recrutement. Dans le domaine de l'EPS, quand il y a les commissions d'harmonisation des notes au bac, on se rend compte que les filles ont systématiquement 2 points de moins que les garçons. Donc les commissions d'harmonisation remontent les notes des filles artificiellement. Pour l'éducation nationale, c'est l'égalité. C'est-à-dire que
On a acquis le fait qu'il y avait une différenciation des sexes, que les filles n'auraient jamais le niveau des garçons, et que du coup, on compense artificiellement des différences supposées naturelles. Mais on n'est pas là pour lutter contre et pour avoir une vraie égalité. C'est aussi toute la culture des éducations A. C'est très à la mode, donc l'éducation à la santé, à la citoyenneté, à l'égalité, qui serait conçue comme un simple savoir-être et pas comme un savoir particulier. Et on considère que quand on a fait l'éducation à l'égalité, ce serait une condition pour avoir une société égalitaire. Donc ça, inutile de préciser que ça relève d'une pensée magique et que ça rencontre plusieurs écueils. Le premier, c'est qu'on fait porter une responsabilité individuelle aux jeunes et puis aux gens en particulier sur ces questions-là, sans prendre en compte le caractère systémique et politique des choses. Et puis, on serait sur un savoir-être et non un savoir. Et donc, ça voudrait dire que la persistance des inégalités serait liée à des maladresses de langage ou de situation et non pas à vraiment un ancrage systémique dans la société. Alors, pour nous, au SNEP, à la FSU, et pour certains chercheurs, dont Loïc Zerdali, qui est un chercheur dans le monde de l'éducation, qui a publié un récent ouvrage qui s'appelle « Quelle égalité pour quelle école ?». Il décline au niveau de l'éducation la vision de l'égalité de Réjeanne Sénac, dont j'ai parlé tout à l'heure, à savoir l'égalité sans condition. En premier lieu, pour nous, c'est un horizon politique de non-domination structurelle et relationnelle qui valorise la reconnaissance des similarités par-delà les différences. Donc on refuse de faire du sexe un critère binaire qui organise des pratiques. Alors, en EPS, on est champion du monde pour les critères binaires qui organisent les pratiques, avec, par exemple, encore aujourd'hui, des barèmes sexués pour les épreuves du bac sur la partie performance, dans les activités très... ce qu'on appelle les activités chronométrées, telles que l'athlétisme, la natation, etc., où on considère que, de toute façon, il faut faire un barème plus facile pour les filles parce qu'elles n'arriveront jamais au niveau des garçons. C'est le fameux curriculum caché. Nous, on est pour une égalité sans condition qui évite le piège de la complémentarité et des assignations de genre associées. Donc le reportage l'a très bien montré, on peut être une femme et être puissante et forte. Contrairement à ce qu'elle dit, moi je ne l'ai pas trouvée faible, petite et pas courageuse, parce que quand on est capable de faire ce qu'elle fait, je pense qu'elle correspond à certains critères qui sont attribués plutôt au sexe masculin dans notre construction culturelle, à savoir le courage, la force, la détermination. Et du coup, l'idée, c'est de pas nier les différences, mais de les relativiser, de les situer dans un contexte, et surtout à l'intersection des autres rapports de domination. Sylvie en a parlé tout à l'heure. Donc, on a une visée émancipatrice, où on cherche à rompre avec les déterminismes sociaux et les rapports de domination. Alors, en théorie, c'est facile. En pratique, c'est plus compliqué, forcément. Mais on travaille à des pistes qu'on essaye de décliner donc, au niveau... de l'éducation qui va jusque donc à nos pratiques pédagogiques et aussi au choix de contenu. Donc j'en parlais à midi tout à l'heure, on a mis en place des expérimentations où les élèves seraient évalués non plus par rapport à un critère de sexe avec des normes supposées être naturelles. Donc comme par exemple en fonction de leur niveau, ce qu'on appelle la sportivité objective, c'est-à-dire les élèves qui ont une pratique sportive extrascolaire extrêmement importante avec des ressources énergétiques très développées pourraient avoir sur les activités de performance des barèmes plus difficiles que des élèves qui n'ont pas de pratique extrascolaire, par exemple. Donc c'est une autre manière de catégoriser et d'objectiver qui pose d'autres questions, mais qui sort de la bicatégorisation a priori, qui dit aux élèves que les filles seraient moins bonnes que les garçons. Ça va aussi sur des réflexions où, dans nos pratiques d'enseignants, on remet en cause ce qu'on peut apprendre à l'école primaire parfois sur la langue française en particulier, avec le masculin qui serait neutre et voilà, le masculin l'emporte sur le féminin, etc. Qui, ceci dit en passant, ne repose sur aucune règle grammaticale écrite nulle part. On essaye de développer des outils avec l'écriture inclusive qui est fortement décriée par nos politiques, mais qui montre quand même son efficacité au quotidien. Par exemple, sur une fiche, au lieu d'écrire le joueur doit faire ça, on met la joueuse et le joueur. Et on se rend compte que les élèves, petit à petit, dans leur langage,
nomment les joueuses en tant que joueuses. Et ben, ça change tout de suite le contexte hostile aux filles dans lequel on se trouve en EPS et dans le milieu du sport, puisque pour une fois, elles existent. Ça ne règle pas tout, mais au moins, elles ont une légitimité à être là. Faire attention à utiliser ce qu'on appelle des modèles identificatoires pluriels, donc utiliser des filles pour démontrer un exercice, montrer des images de sportifs de haut niveau, pas seulement... quand on parle du foot, l'inconscient collectif voit le foot masculin. Or, il existe aussi le foot féminin, donc moi je prends un malin plaisir à dire, mais tu parles de l'équipe des filles ou des garçons parce que fondamentalement, le sport neutre, c'est comme la langue française, c'est les hommes. Or, il y a aussi des équipes féminines à très haut niveau. Alors d'une manière plus large sur l'école, il y a beaucoup d'expérimentations qui sont faites aussi aujourd'hui pour démixer et sortir de la bicatégorisation dans les vestiaires, les toilettes, etc. Notamment sur l'Académie de Bordeaux, à partir de travaux d'une géographe du genre qui s'appelle Edith Marie-Joule, qui a travaillé sur la sexualisation des cours de récréation notamment. Je n'ai pas le temps de tout développer maintenant, mais en tous les cas, il y a des expérimentations qui sont faites pour tester des toilettes non mixtes. Alors, non pas tout le monde, et des vestiaires non mixtes, c'est pas tout le monde se déshabille devant tout le monde, mais avec des espaces personnels, comme c'est le cas dans les piscines, par exemple, où ça règle aussi la question qui se pose de manière un peu plus importante aujourd'hui à l'école, avec les élèves trans, intersexes, non-binaires, qui ne relèvent pas d'un effet de mode, mais qui sont bien des préoccupations réelles. Et, sauf qu'avant, elles ne s'exprimaient pas, puisqu'il n'y avait pas de place pour ça. Et du coup, toutes ces réflexions vont dans le sens d'une meilleure inclusion de tout le monde, en fait. Pas seulement des filles, pas seulement des minorités de sexe, de genre, mais aussi des garçons, parce que quelqu'un l'a dit tout à l'heure, on peut être un garçon petit, gros, pas sportif, et pas être très à l'aise dans le monde du sport et de l'éducation physique. Voilà. Je développe pas plus, il y aura peut-être des questions. Merci. Est-ce que tu voulais intervenir ? Non, pas du tout. Est-ce que quelqu'un souhaite intervenir ? Oui. Les derniers mots que vous avez prononcés là, me font penser à, sur notre stand là, du musée de l'école publique, on a mis des dessins qui ont été réalisés hier dans une classe de CM2, dans une ville voisine. Et ces dessins sont très révélateurs par rapport à ce que vous avez dit. Vous irez les voir. Alors, premièrement, il y a la maîtrise, on en a choisi que 5, mais qui représentaient, si vous voulez, le panel représentatif de toute la classe. Sur les dessins, il y en a 3, c'est le football. Ce sont que des hommes, 3 hommes. Il y a un dessin où on ne voit que des filles. C'est un dessin où on voit des filles danser collectivement. C'est déjà un bon point. Elles dansent collectivement. Et puis le 5e dessin, c'est un match de basket. Il est magnifique d'ailleurs ce dessin parce qu'il y a du mouvement. C'est un garçon qui marque le panier et c'est une fille qui lève les bras de victoire en l'air. Je pense que c'est très révélateur ce sont des enfants de 10-11 ans. Hein. C'est très révélateur ce qu'ils ont dans la tête. Et on a tendance à dire que l'école, c'est le miroir de la société. Donc, il est vrai que, vous savez, hein, ce que vous avez exprimé là, c'est 2000 ans de séparation complète des sexes. Il faut savoir que l'école, les filles n'avaient pas le droit d'aller à l'école avant le 19e siècle pratiquement. Il y avait très peu de filles qui allaient à l'école. Et l'école, c'était très limité. Hein. Déjà, c'est une chose. La deuxième chose, alors, on a pris par exemple au début de l'école l'histoire de l'éducation physique à l'école. Alors, pourquoi y a-t-il eu de l'éducation physique au début de l'école en 1880 ? Ça a duré jusqu'à la guerre de 14 pratiquement. Il y avait ce qu'on appelait l'école du soldat. Donc, l'éducation physique était faite pour permettre aux garçons d'avoir une santé physique impeccable pour pouvoir aller se faire trouer la peau en 14 ans.
C'était ça la réalité. C'est écrit hein, dans les instructions officielles de l'époque. Et les filles, bah, pendant ce temps-là, elles faisaient des travaux d'aiguille. C'est-à-dire que dès le départ, et puis ça s'est poursuivi, ça. Hein. Les choses ont vraiment commencé à changer. Je dis bien commencé. Après la guerre, un petit peu, on a commencé un petit peu à penser pourquoi les garçons, encore que les ateliers différenciés au niveau de la classe spécifique à l'étude, ça a duré jusqu'en 1965-68, hein, pratiquement. C'est-à-dire, il y avait des filles qui faisaient des travaux d'aiguille, puis les garçons qui faisaient de la mécanique. Hein, bon. Et alors, il y a eu ça. Et puis, il y a eu aussi le fait que la mixité. Moi, j'étais enseignant, j'étais instituteur en école primaire. Hein, je m'occupais d'une classe de perfectionnement, vous voyez. Et quand on a mixé les classes, ben, les premières classes qui ont été mixées dans mon école, c'est les 2 classes de perfectionnement. C'est-à-dire la classe de filles et la classe de garçons. On a mixé. Et puis, ça a très bien fonctionné. Hein. Et pour mettre en place cette chose, hein, ça a été très difficile. Les enseignants, ils y allaient sur les œufs. On n'a pas dit on va mixer toute l'école, les 2 écoles d'un seul coup. Ah non, on a commencé par le cours préparatoire. Hein. Et moi, ma directrice, elle disait, mais les filles, donc elle avait des garçons, puisqu'il y avait une classe de perf qui était mixte, elle avait 5 garçons dans une école de filles, et elle disait, oh, les garçons me donnent plus de mal que l'ensemble des filles de l'école. Donc, vous voyez, c'était un peu... on vient avec un lourd passé dans ces affaires-là. Hein. Et je pense qu'on a sacrément du boulot à faire encore. Oui, bonjour. À propos de féminisme et sport, donc il y a évidemment des personnalités exceptionnelles. Et puis il y a aussi des pionnières. Et je me disais que ce serait dommage de ne pas parler d'une pionnière qui, en plus, est liée à Gennevilliers, d'une certaine façon, et qui s'appelle Camille Dugast. Donc, je ne sais pas si... C'est quand même un nom, je pense qu'il y a des lycées Dugast, il y a aussi des rues. À Paris, il y a une rue Dugast, qui d'ailleurs a été renommée, je crois, il y a 1 an ou 2, Camille Dugast, pour qu'il y ait bien une référence à la femme qui était donc à cette femme. Et il y a aussi une rue Camille Dugast à Villeneuve-la-Garenne. Ça n'est pas un hasard. Moi, je m'y suis intéressé parce que, étant membre du Centre Culture et Patrimoine gennevillois, on s'intéresse au patrimoine bâti, etc., mais aussi aux personnalités. Et cette femme est liée à Gennevilliers parce qu'elle a repris un centre de refuge pour chiens et chats. Elle est devenue directrice de la SPA à partir des années 30. Ça, c'est la seconde partie, disons, de sa vie. Elle s'est consacrée aux animaux. Et comme d'ailleurs une autre féministe qui s'appelle Marguerite Durand, qui a créé le cimetière des chiens d'Asnières. Donc ça, c'est un autre aspect de sa vie, enfin de son combat, disons. Mais avant de cela, c'est une femme donc, qui est née en 1868, je crois, morte en 1951, et qui s'est fait connaître. Alors, elle était très mondaine, c'est une femme de la haute société, on peut dire, extrêmement riche, mais elle était très connue surtout pour être une sportive émérite. C'est une des premières femmes à avoir eu le permis de conduire, avec une duchesse de je ne sais plus quoi, enfin. Et la première femme à sauter en parachute depuis un ballon. Elle était très forte au tir au pistolet, etc. Enfin, elle s'est illustrée dans plein de sports. Et d'abord, surtout dans la course automobile. Donc, elle a gagné, c'était vraiment une vraie pilote de course. Elle a gagné des courses très importantes, notamment une course Paris-Madrid qui a fait beaucoup parler d'elle parce qu'il y a eu des morts, et on dit d'ailleurs qu'elle est arrivée bien classée, mais moins bien qu'elle aurait pu parce que sur la route, elle a porté secours à un conducteur
blessé, et s'est arrêté, et ça lui a fait perdre des places. Voilà. Mais ce qui est aussi, comment dire, important, il y a un autre aspect quand même vraiment significatif, c'est que le sport automobile est quand même, l'automobile est lié au masculin, et il se trouve que justement, à un moment donné, je ne sais plus quelle année exactement, mais l'Automobile Club de France a interdit finalement aux femmes de participer aux courses automobiles. Et à partir de là, donc Camille Dugas n'a pas pu continuer dans ce registre, Et du coup, je ne sais pas si on peut dire qu'on rejoint Florence Artaud là, mais elle s'est rabattue sur les canots à moteur. Elle a fait des courses de canots à moteur, et là aussi, elle est devenue très, très forte. Voilà. Donc il y a tout ce... Et tout ça, elle l'a fait tout simplement d'abord parce qu'elle le dit elle-même, elle a beaucoup répété qu'elle adorait le sport, tout simplement. Voilà, bon. Mais elle était très, très consciente de l'aspect féministe de la chose. Et d'ailleurs, je vous ai dit qu'elle était liée à Marguerite Durand, qui est comme une figure dans ce domaine. Et elle a participé à des congrès féministes, je ne sais plus en quelle année exactement, je crois que c'est dans les années 30. Un congrès notamment où elle a écrit un petit texte, elle a fait une intervention qui a pour titre le rôle du sport dans la victoire féministe. Voilà. Donc là c'est clair. Donc c'est donc vraiment quelqu'un qui était tout à fait conscient. C'est du lien entre ce goût pour le sport et puis l'avancée que ça pourrait créé dans l'égalité des sexes. Voilà, donc je voulais juste quand même que ce nom soit, que cette personnalité soit quand même citée. Oui, je réagis par rapport à ce que vous venez de dire. Un des étudiants avec lesquels je discutais justement sur ces questions de genre, me dit quand même il y a des limites. Les femmes ne peuvent pas faire de sport automobile parce que leur colonne vertébrale est trop fragile. Et il m'a dit que c'était des questions de physique très objectives, que ça leur ferait coule du lapin en cas d'accident. Donc je voulais savoir si de ce côté-là, ça faisait partie des choses qui circulent communément, et si vous aviez des connaissances à m'apporter là-dessus. Et puis le second point, c'est la question du sport scolaire dont tu as parlé. Et je voudrais savoir si tu as des chiffres sur la participation des garçons et des filles dans le sport scolaire. Parce que j'ai cru me rendre compte, du temps où mes enfants étaient jeunes, que dans tout le périscolaire, il y avait beaucoup plus de garçons que de filles. Et j'ai eu l'impression que beaucoup de parents faisaient plus d'efforts pour, entre guillemets, faire garder leur fils que leurs filles. Et je voudrais savoir si, du côté, justement, des activités UNSS, ça se mesure, et notamment s'il y a un égal accès à ces structures d'encadrement. Est-ce qu'il y a, avant de redonner la parole aux intervenantes, donc ce que je vous propose, c'est qu'on écoute l'ensemble des questions, et puis après, on refera un tour de tribune avec chacune des intervenantes. Alors, moi, je voulais aussi poser une question. En fait, est-ce que il y a un certain discours féministe qui s'attache beaucoup à montrer, je cite un titre d'ouvrage, la puissance des femmes. C'est-à-dire qui, en fait... Non, mais c'est quand même un discours qui se prétend féministe. Je te dis pas qu'il l'est. Et donc, est-ce que des gens comme par exemple Dugast ou je sais pas Hélène Boucher ou Florence Artaud, etc., ne jouent pas en fait à un moment donné un rôle très paradoxal, c'est-à-dire qui est de rassurer sur le fait qu'il existe des femmes capables de pouvoir franchir des barrières. Et du coup, de ne pas se poser la question beaucoup plus globalement. C'est-à-dire, pour le dire de manière un peu plus tranchée, est-ce que parfois ça n'arrange pas les hommes que de pouvoir citer quelques héroïnes femmes pour, en définitive, esquiver la question beaucoup plus globale de l'égalité ?
Mais là, ça rejoint aussi l'égalité par exemple, mettre en avant les réussites des Noirs pour montrer qu'on peut réussir quand on est noir, ou qu'on peut réussir quand on est arabe, ou qu'on peut réussir... Disons que là, sous cet angle-là, c'est un petit peu particulier, le héros mis en avant, par rapport à la place des femmes moyennes, normales, etc. Mais moi, je voulais savoir ce que vous aviez proposé tout à l'heure sur l'avenir, c'est-à-dire, vous disiez que le rapport disait qu'il y a encore autant de différences entre les sexes qu'avant, et vous proposiez des pistes pour les toilettes, pour les cours de récréation. Comment on peut progresser alors? Parce que concrètement, qu'est-ce qu'on pourrait proposer? Est-ce que vous voulez bien faire passer le micro derrière? Il y a donc deux personnes qui souhaitent intervenir. Oui, ma question... On revienne vers la tribune. Ma question, est-il vrai que maintenant tous les sports, toutes les disciplines qui seront au JO de Paris seront mixtes? Il y aura, donc, pour tous les sports, il y a des femmes et des hommes. Parce que, par exemple, pour la natation synchronisée, avant c'était que féminin. Maintenant, ça s'appelle plus natation synchronisée, mais je ne me rappelle plus. C'est natation et il y a des hommes qui peuvent aussi participer. Parce qu'au JO d'Athènes, les femmes étaient exclues ainsi que les esclaves. Et Pierre de Coubertin, c'est notable qu'il a dû démissionner parce qu'il ne voulait pas de femmes au JO. Mais il y en a eu quand même au deuxième JO, à Paris. Oui, je me posais une question. Là, c'est quant au passé. Je me demandais si les normes imposées aux femmes n'ont pas modelé leur corps. Bon, les femmes avaient une alimentation moins importante. Elles ne pouvaient pas sortir. Elles s'étaient cantonnées à l'intérieur, donc elles ne pouvaient pas s'entraîner ni individuellement ni en groupe. Bon, indépendamment du fait que certaines femmes, évidemment, ont un corps plus développé selon leur origine sociale ou leur origine. Les Lorrains, en général, sont plus développés physiquement que les gens du Sud. Enfin, bon, voilà. Mais je pense qu'il y a aussi une influence de l'alimentation, de tout ça, sur le corps aussi. Et ça va prendre certainement peut-être des centaines d'années avant que le corps des femmes se modifie, si les choses restent dans l'évolution. Bon, maintenant, peut-être qu'il y aura aussi un retour en arrière. Ça, on le voit de plus en plus. Merci. Claire, tu commences? Vous en avez pas un de votre côté? Oui, je réagirais peut-être à ce questionnement sur ces femmes extraordinaires qui finalement cachent une situation qui est beaucoup plus difficile. Justement, ce qui m'a intéressée dans le personnage et dans la personne d'Isabelle Yoshke, c'est que c'est une femme qui, certes, a conquis une position puisqu'elle a réussi à faire le Vendée Globe et que, bien qu'elle ne soit pas extrêmement médiatisée, elle a quand même une certaine médiatisation parce qu'elle a une carrière derrière elle, mais elle a aussi la pensée de sa place. Elle a une réflexion féministe, elle a un engagement féministe au sein justement des navigateurs et des navigatrices, puisque elle est très sensibilisée et elle lutte contre les violences sexistes et sexuelles au sein de ce sport-là. Donc c'est pas seulement quelqu'un qu'on a mis en avant, mais c'est quelqu'un qui par elle-même peut faire avancer les choses. Et ça, c'est à ce titre-là vraiment que j'ai trouvé qu'elle était très très intéressante et importante. Effectivement, moi c'est vrai que ça m'énerve la question. Alors d'ailleurs on parle pas, enfin si on peut aussi parler de la puissance des femmes, mais sinon on parle des femmes, de certaines femmes puissantes. Et Madame l'a bien dit, effectivement, de mettre en exergue certains individus selon leur sexe, leur origine, etc. C'est ce qui permet de ne pas vraiment travailler, comme l'a dit notre collègue, la question de l'égalité. Et en fait, c'est la question qu'on doit se poser politiquement. Est-ce que
c'est à chaque femme ou à chaque personne, selon son origine, enfin, sociale, ethnique, tout ce qu'on veut, etc., de se débrouiller pour conquérir une place, ou est-ce qu'on veut une égalité collective, j'allais dire. Enfin, moi, c'est ma position, j'allais dire, aussi en tant que sociologue et féministe, c'est de dire l'égalité qu'on doit conquérir, c'est pas à chacune ou à chacun de se débrouiller à dépasser ses assignations de genre, de classe sociale, d'origine, mais on veut lutter pour une égalité collective, que les uns et les autres, quelles que soient nos assignations, on arrive à être égaux. Et effectivement, les tendances, c'est non, il y en a qui sont meilleurs que d'autres. Moi, je suis arrivée, donc les autres n'ont qu'à se débrouiller, etc. La deuxième question sur laquelle je voudrais réagir, et vous avez tout à fait raison, sur le corps. Ça, peut-être qu'on n'en a pas... Enfin, on l'a évoqué, mais effectivement, ce qu'on démontre en tant que sociologue, c'est que toute société va construire des individus, va fabriquer des individus, des hommes et des femmes, puisqu'on est encore dans ce système de binarité et de hiérarchisation, le construit, et cette construction, elle passe par le corps. Il y a des injonctions sur le corps. Et vous avez tout à fait raison, parce que c'est l'alimentation, par exemple, sur les femmes de nos sociétés, la question du régime, on ne va pas manger la même chose, et qui va éventuellement s'appliquer sur les petites filles qui vont avoir des normes du corps. Et ces corps qu'on construit, c'est à la fois des corps hommes-femmes, mais aussi selon la classe sociale, puisqu'on voit bien qu'on n'est pas un homme, une femme comme ça, même au XXIe siècle ou en France, mais un homme, une femme de telle classe sociale en France. Alors, c'est l'alimentation, c'est la façon de se tenir, c'est le sport qu'on peut faire ou pas. Les vêtements les femmes du 19e qui ont des corsets, c'est évident qu'elles ne développent pas leur cage thoracique, qu'elles ne développent pas les sports, les loisirs vers lesquels on est dirigé. Ça, notre collègue peut encore plus en parler. Les filles qui vont faire de la danse parce qu'on trouve que ça développe la grâce, la féminité, entre guillemets, alors que des garçons vont aller dans le sport et vont... C'est important parce que derrière le sport, le football, je pensais, parce qu'on développe certaines compétences. Le football, moi j'ai été beaucoup impressionnée par les interventions de Nicolas Barre, footballeuse, parce qu'elle dit, quand on fait du football, ça veut dire qu'on apprend à se déplacer sur tout l'espace, à prendre tout l'espace, à se développer. Et il y avait un spot que vous avez peut-être vu où on peut le faire dans une classe, comment lancer une balle. Et les garçons, ils vont faire comme ça. Puis, les filles vont faire comme ça, etc. Et on ne prend pas son corps de la même façon, mais ça dépend comment on nous habille. Si les petites filles, on les habille avec des jupes, effectivement, elles ne vont pas pouvoir courir de la même façon, elles ne vont pas pouvoir faire le cochon pendu, monter aux arbres ou je ne sais quoi. C'est évident. Et on ne va pas développer les mêmes... donc, pensons que nos corps, on les fabrique. D'ailleurs, on n'a pas les mêmes corps que nos mères, que nos grands-mères ou dans d'autres sociétés. Oui, mais je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit sur les caractéristiques physiques qui ne permettraient pas tel ou tel sport. Alors ça, c'est un argument qui a été utilisé de manière récurrente dans toute l'histoire du sport et des femmes. Donc c'est Catherine Louveau qui a travaillé sur ces questions en particulier, qui a dit qu'il y avait deux modèles particulièrement appréciés chez les femmes sportives. C'était tout ce qui était hygiéniste, donc au début du siècle, il fallait faire de l'entretien pour être une meilleure future mère, être en bonne santé, donc pas avoir des finalités sportives pour le plaisir ou pour la compétition, mais bien dans un but médical. Et puis l'esthétique, c'est-à-dire on accepte la pratique des femmes à partir du moment où elles sont élégantes, gracieuses, où elles correspondent à des normes de féminité telles que la société les prescrit. Et donc, en fait, il n'y a rien d'un point de vue physiologique, biologique, qui ne justifie l'éviction de tel ou tel sport, mais simplement des croyances et des stéréotypes en ce que doit être une femme. Et d'ailleurs, l'exemple de Caster Semenya, je ne sais pas si vous vous souvenez, donc en athlétisme, coureuse de 800 mètres, qui a gagné des courses de manière répétée, qui avait un physique particulièrement viril, a été sommée de faire des tests
pour voir si c'était bien une femme, parce que quand même, elle était un peu trop costaud, un peu trop grande et un peu trop rapide. Donc, il faut quand même qu'on soit sûr que ce soit bien une femme. Il ne faudrait pas qu'on soit trompé. Mais c'est compliqué parce que, y compris sur les repères biologiques qui définissent le sexe, c'est pas aussi carré les femmes d'un côté, les hommes de l'autre. C'est-à-dire que si on mesure le taux d'hormones des sportives, elles ont un taux de testostérone beaucoup plus élevé que des femmes pas sportives. Chez les hommes, c'est pareil. Certains hommes ont un taux de testostérone plus faible que d'autres. Donc, si on s'intéresse aussi aux caractères sexuels secondaires, tels que la pilosité, les gonades, enfin, il y a tout un tas de caractères qui remettent en question cette binarité, y compris dans le monde du sport, de la force, etc. Et si on s'intéresse un peu à l'histoire, je ne sais pas si vous avez lu le livre de Titiou Lecoq qui s'appelle « Les grandes oubliées de l'histoire » et qui remonte au temps préhistorique et qui dit que dans certaines communautés de la préhistoire, eh bien, ce n'était pas les hommes qui allaient chasser, mais les femmes qui chassaient, qui allaient faire les travaux extérieurs, on va dire, et que c'était les hommes qui restaient à balayer la caverne. Alors, en plus, c'est humoristique, elle le dit comme ça, c'est assez drôle et assez facile à lire. Mais en fait, y compris dans l'histoire telle qu'on l'a étudiée, c'est souvent des hommes historiens qui ont considéré le sujet neutre comme étant un homme, qui fait qu'on n'a pas imaginé une seule seconde que les hommes préhistoriques pouvaient être des femmes. Et c'est quand ils ont étudié des ossements avec certaines constitutions osseuses qui se sont rendus compte que des corps de femmes avaient la trace de lancers à l'arc, par exemple, répétés, et qui faisait que effectivement c'était bien des femmes. Et c'était un biais de traitement historique, en fait, de par notre conception de traitement de l'histoire. Sur l'UNSS et le sport scolaire, alors il faut savoir que l'UNSS, c'est la première fédération sportive féminine, toutes fédérations confondues. C'est quasiment 50-50, les filles et les garçons. Et puis, tu as raison sur le sport en milieu extérieur. Bien souvent, alors tu parlais des catégories sociales, dans les familles issues de milieux défavorisés surtout, puisque dans les milieux favorisés, la pratique des filles et des garçons est à peu près équivalente. Par contre, dans les milieux défavorisés, c'est quasi systématiquement celle des garçons qui est priorisée. Aussi parce qu'ils ont plus accès à l'espace extérieur, à l'espace public. Et ce que dit Nicolas Barre sur la puissance dans le sport, moi j'ai trouvé ça vraiment fantastique parce qu'en fait elle explique que quand on devient sportif de haut niveau, qu'on devient puissante dans son corps, puissante dans ses gestes, qu'on devient capable d'occuper l'espace du terrain, l'espace central, on devient aussi puissante dans la vie. Et que aussi, c'est sans doute pour ces raisons-là que les femmes n'ont pas été facilement autorisées à intégrer le milieu du sport, parce qu'il y avait cette peur-là aussi, des instances qui étaient, et qui sont toujours, quasi exclusivement masculines. Et cette prise de pouvoir des femmes fait peur. Et puis pour en revenir à Pierre de Coubertin, quelqu'un parlait de Coubertin, oui, il employait même le terme femelle, que les femelles n'avaient pas à participer à des Olympiades, que ce serait incorrect, disgracieux, enfin je ne sais plus quels étaient les termes, mais c'était absolument impensable. Et on doit la participation des femmes au JO à Alice Milla, que tout le monde connaît, et qui avait créé la FSFI, Fédération Sportive Féminine Internationale, et qui a été force de courage dans un milieu uniquement masculinisé à l'époque. Et alors, il y avait une question sur l'avenir, sur les cours d'école, les toilettes, etc. Oui, il y a des expérimentations qui sont faites dans l'Académie de Bordeaux et qui, pour l'instant, même si c'est récent, ont donné plutôt satisfaction sur les toilettes mixtes, dans le sens où il y a moins de dégradation, elles sont moins surutilisées pour d'autres raisons que pour les toilettes, c'est-à-dire comme lieu où on va se cacher, où on va faire des bêtises, etc. Il y a un turnover plus facile à faire, c'est plus facile à surveiller. Mais il faut qu'il y ait des espaces d'intimité fermés, bien évidemment, que ce ne soit pas... voilà. Donc enlever aussi les fameuses pissotières. Voilà. C'est tout un travail de sociologie des espaces publics qu'il y a à faire. Et voilà. Mais il y a vraiment... quelqu'un parlait de la... Est-ce que ce n'est pas l'alimentation des femmes qui a fait... C'est pas que l'alimentation, c'est effectivement tous les rôles auxquels elles ont été cantonnées depuis des centaines d'années qui font que on ne sait pas encore si elles peuvent produire les mêmes performances sportives que les hommes. Et on sait que, par exemple, sur des trails, donc il y a comment ça s'appelle à La Réunion, la Diagonale des Fous,
Depuis l'année dernière, il y a des femmes qui commencent à être aussi bien classées que les hommes au classement général parce qu'elles ont le même niveau d'entraînement, les mêmes conditions. Je vous rappelle aussi que les sportifs de haut niveau ont toujours de moins bonnes conditions que les sportifs de haut niveau, que ce soit en salaire, en transport, en médiatisation. Donc tout ça mis bout à bout, d'une manière anthropologique, on ne sait pas encore si c'est possible, mais il y a fort à parier que si, puisque dans certains sports, l'équitation, l'escalade, les performances des hommes et des femmes sont quasi les mêmes. Et d'ailleurs, l'équitation, c'est des concours mixtes depuis toujours. Il reste encore un petit peu de temps avant qu'on doive laisser la place au débat suivant. Donc, si jamais vous souhaitez encore intervenir, si jamais il y a des questions, des remarques. Tu restes comme un peu plus bref que tout à l'heure. Oui, bon, il y a une inégalité flagrante, parce que moi je reviens à l'école, hein, toujours, mais il y a une inégalité flagrante dans l'école, hein, c'est clair. Alors, comment faire pour l'avenir? C'est ça le problème. Qu'est-ce qu'il faut faire? Dire le savoir n'est plus égalitaire, parce que c'est ça actuellement, hein. Tout au moins au niveau de la réception des mômes. Il doit être égalitaire. On sait très bien que ce n'est pas vrai. Est-ce qu'un môme qui vient à l'école le matin, il a les mêmes possibilités d'encaisser à savoir que son petit voisin de quartier? Il y a quand même des inégalités. Je disais tout à l'heure, l'école est un miroir de la société. Il y a quand même des inégalités flagrantes. Nous, on le voit à Gennevilliers dans les quartiers. Les différences de culture des familles. La pauvreté. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que l'égalité homme-femme, ça passe aussi par là. Qu'est-ce qu'il faut faire? Faire en sorte qu'on donne à l'école plus de moyens pour pouvoir s'occuper des plus pauvres culturellement, des plus comment dirais-je, ou des plus pauvres financièrement. La question, elle est là. Hein, moi, je crois fondamentalement. Vous parliez tout à l'heure, le féminisme, il pourra évoluer collectivement. Mais est-ce que l'enseignement, il est vraiment collectif en France? Est-ce qu'on apprend aux gens actuellement à l'école de pouvoir coopérer ensemble pour faire quelque chose? C'est le contraire, c'est évidemment le contraire. D'ailleurs, grâce, oui, voilà. Alors, ce sont les réformes Blanquer. Qu'est-ce qu'on peut faire dans l'avenir? Qu'est-ce qu'il faut changer? Alors, moi, à moins que non, mais à moins que vous décidiez que que les prochaines journées de rencontre d'histoire critique, ce soit sur la question de l'égalité scolaire, et dans ce cas-là, on ouvrira ce débat-là complètement. Je ne dis pas qu'il n'a pas de rapport avec le débat d'aujourd'hui, mais je pense qu'il ne serait pas raisonnable quand même d'ouvrir totalement un débat sur la question globale de l'égalité à l'école. Après, je ne dis pas que ça n'a pas de rapport. Hein. Alors, Anne. Oui, c'est plus une remarque qu'une question. J'ai été un peu surprise que dans la question de la fabrique du corps, la question du travail n'apparaisse pas. On a dit que, par exemple, le fait que les femmes étaient très fortes dans certaines sociétés, notamment esclavagistes, parce qu'elles travaillaient très durement, avait des conséquences jugées par les dominants négatives sur les équilibres familiaux, justement parce qu'elles étaient très fortes, y compris capables de battre leur mari et de les mettre dehors quand ils étaient trop désagréables. Donc je voulais rappeler ça, et aussi peut-être qu'il faut qu'on fasse quand même globalement très attention, donc là c'est comme historienne que je parle, à l'image véhiculée par le 19e siècle et peut-être encore aujourd'hui, justement de cet idéal, on va dire, bourgeois de la femme qui est épargnée, en tout cas mise à l'écart des travaux forts, et de ce fait a une silhouette. Bon, vous avez parlé du corset, etc. Bon, tout ça, c'est un idéal qu'on peut contester en tant que tel, mais qui a été donné en tant que tel, mais qui ne correspond pas du tout à la réalité sociale de la vie du plus grand nombre des femmes, et du coup à leur corps.
Et beaucoup de femmes ont fait à travers l'histoire, et notamment, il faut penser aux paysannes, des travaux très, très durs physiquement et étaient très fortes physiquement. Donc, je crois qu'il faut vraiment qu'on soit très, très vigilant là-dessus, sur vraiment ce qui est une construction très superficielle, mais très superficielle dans la réalité, par rapport à la réalité sociale, mais réellement, on voit bien très forte, y compris dans nos imaginaires. Et bon, c'est dommage qu'il n'y ait pas de jeunes élèves aujourd'hui, mais hier, on les a entendus et il y a quand même une réaction très forte pour dire « Ah non, non, il n'y a pas de sport interdit aux femmes », de la part des filles en tout cas. Et hier, dans les réactions de la classe à laquelle on s'est adressé, on a entendu quand même beaucoup de jeunes filles, plus que de peut-être les garçons. Il aurait fallu les travailler un peu là-dessus. Je regarde Ginette parce qu'elle était là aussi. Donc, il faut que nous-mêmes, là-dessus, on soit vraiment sur la réalité sociale. Alors, par ailleurs, c'était une petite question, mais que je pourrais poser en off à Claire. J'étais impressionnée de façon générale, bon, à travers sa démarche dans ses multiples films, mais peut-être plus clairement là. Est-ce que tu dirais que ta démarche, c'est une démarche de, on va dire, de matérialisme philosophique? Parce que, enfin, pour moi, il y a quelque chose qui est très clair à travers l'approche par les chiffres, etc., d'une approche, on dirait, matérialiste et que je trouve très importante et qui nous concerne tous pour nos réflexions, y compris pour penser l'avenir, je crois. Merci. Je réponds en te remerciant. C'est un beau compliment parce qu'effectivement, c'est ce que j'essaye de faire. S'il n'y a pas de souhait de nouvelle intervention, s'il n'y a pas de souhait d'une intervention supplémentaire de la tribune, eh bien dans ce cas-là, merci à toutes et à tous de votre participation. Merci aux interventions de la tribune. Et puis ça continue, puisque après une petite pause, la table ronde reprend à 17h15. Anne, je ne me trompe pas, 17h15, c'est ça? Voilà. Et pour terminer, Claire veut faire une petite annonce. C'est simplement que vous avez vu évoquer cette paysanne du XVIIIe siècle dans ce film. Et en fait, j'ai fait un long métrage sur cette femme et sur des femmes d'aujourd'hui qui sont en miroir de cette personne, de ce personnage. Et le film sera projeté l'année prochaine au cinéma Jean Vigo de Gennevilliers. Voilà, donc je vous convie à rester attentifs aux programmations du cinéma Jean Vigo, car vous savez combien, enfin vous ne le savez pas, mais le cinéma indépendant est extrêmement fragile, c'est-à-dire que certes il est fort dans ses contenus et dans son esthétique, mais très, très défavorisé par rapport aux médias. Donc allez le soutenir, allez voir ce type de film est extrêmement important pour ceux qui, comme moi, s'y essayent. Merci.